Bonjour tout le monde. Oui, vous êtes bien dans la conférence sur le consensus. Il y en a marre du consensus et découvrons ensemble la décision intégrative. Alors, on a 45 minutes ensemble pour parler de ce sujet-là. Je vais vous dire un peu qui je suis, pourquoi je vous parle de ça et ce que j'ai à vous proposer comme point de vue. Et vous pourrez évidemment poser vos questions au fil de l'eau dans l'onglet Q et A. Et je récupérerai ces questions d'ici une vingtaine de minutes pour alimenter la deuxième partie de ma présentation en la centrant sur ces questions. Et vous savez que vous pouvez voter pour les questions qui vous paraissent les plus pertinentes si vous êtes plusieurs à vous poser ces mêmes questions, si vous êtes intéressé par ces réponses. Alors, donc je m'appelle Alyosha Yordanov, je suis le dirigeant d'une SCOP qui s'appelle Semawi et notre métier c'est d'accompagner les organisations dans la mise en place de pratiques de gouvernance en holacratie. Donc on accompagne les transformations organisationnelles, notamment à l'endroit de la distribution de l'autorité et des systèmes de prise de décision. Donc la manière dont on prend des décisions dans une équipe, c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point et c'est pour ça que je viens vous parler de ça aujourd'hui. Nous, on existe depuis 12 ans. On n'a pas toujours été une SCOP, on n'a pas toujours été en holacratie, mais on y est venu progressivement et c'est même l'agilité qui nous a amené à la coopérative et c'est qui nous a amené ensuite au système de gouvernance en holacratie. On avait déjà une pratique de l'agilité avec le manifeste agile qui nous servait un peu de socle presque de constitution, je pourrais dire. Et ça nous a permis d'avancer beaucoup dans la constitution d'équipes très autonomes, auto-organisées, avec beaucoup de prise d'initiative, une coopération vraiment intéressante. Néanmoins, il m'a toujours semblé qu'il y avait quelque part une forme de lacune dans l'agilité. C'est à l'endroit où on dit en fait l'équipe s'auto-organise, l'équipe décide, l'équipe est autonome. En fait, souvent, les équipes agiles n'ont pas pris le soin de décrire plus précisément que ça comment se prennent les décisions. Quand on dit l'équipe prend ses décisions, en fait, on ne parle pas du comment. Et en réalité, le comment est vraiment déterminant sur le type de décision qui va être prise et sur la manière dont ces décisions vont être assumées et portées ensuite à l'intérieur de l'équipe. Alors, de manière assez classique et conventionnelle, on parle de consensus et je pense qu'il y a d'ailleurs un peu parfois des confusions sur ce que c'est que le consensus. On peut avoir l'impression que le consensus, c'est un mode de décision où les gens se mettent d'accord. Néanmoins, ça ne décrit pas exactement ça. L'idée d'un consensus, c'est plutôt d'arriver à un stade où on ne sait pas trop pourquoi et le consensus ne dit pas comment, mais on n'a plus d'opposition. Donc, les gens sont plutôt en accord avec la décision qui s'apprête à être prise. Comme s'il y avait une sorte d'émergence naturelle où tout d'un coup, tout le monde dans une équipe est aligné et on peut prendre la décision de manière simple et sans passer par des processus délibératifs ou de vote ou des choses comme ça. C'est là que se cache, c'est dans ce détail-là que se cache un défaut pour moi dans l'idée de consensus, parce que finalement, quand on va prendre un consensus, quelque part, on cherche à faire en sorte que toute l'équipe soit d'accord. C'est quelque part une forme d'unanimité qu'on recherche. Et souvent, quand on parle de consensus, en fait, on parle d'unanimité. Alors, on peut se dire que c'est une bonne chose, et on peut se dire aussi que c'est une moins bonne chose. Parce que l'unanimité peut amener une équipe à prendre une décision qui est en fait un niveau minimal acceptable, un peu ce qu'on peut appeler le plus petit dénominateur commun. Et vous avez certainement déjà entendu l'expression de consensus mou, c'est-à-dire que derrière le consensus peut se cacher en réalité une décision assez molle, assez tiède, qui a été la seule qu'on a été capable de prendre parce que toute décision plus ambitieuse venait créer des frictions, des oppositions. Et comme on ne voulait pas forcément tomber dans une logique plutôt de décision à la majorité, qui a un gros inconvénient, c'est que qui dit majorité dit minorité. Et qui dit minorité veut dire qu'à l'intérieur de l'équipe, il y a peut-être une, deux ou trois ou quatre personnes qui en fait sont pas d'accord du tout. Donc on n'a pas d'adhésion sur la décision prise. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment un avis très différent. Donc, le consensus a une intention assez louable de vouloir embarquer toute l'équipe, mais pour moi, beaucoup trop de légèreté sur la manière dont la décision est prise.
Alors, vous pourriez me dire, en fait, notamment dans les équipes qui sont matures en agilité, on a énormément de méthodes d'intelligence collective qui nous permettent de faire converger un groupe. Et ça, il y a plein de choses qui existent. On peut faire diverger, converger, prioriser, tout ce qu'on veut. Et ces méthodes-là sont efficaces, elles sont souvent plutôt rapides. Et dans plein de situations, elles vont marcher assez bien. Simplement, quand il y a des décisions à fort enjeu ou sur lesquelles il y a des points de vue potentiellement très différents à l'intérieur d'une équipe, en fait, ce sont des méthodes de décision qui ne savent pas très bien gérer les biais cognitifs de raisonnement et de décision qui existent dans une équipe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des moments, par exemple, où le leadership, l'autorité d'une personne qui est en position hiérarchique ou tout simplement qui, de par sa posture, ses compétences, son expertise, sa façon de parler, son aisance à l'oral, va avoir une influence beaucoup plus grande que d'autres personnes. Alors, ça peut soutenir une bonne décision, comme ça peut soutenir une erreur dans une décision. Et là, en fait, les processus de convergence sont souvent assez fragiles sur la gestion de cette phase-là, de ces biais cognitifs dans le processus de décision. Donc, je vous disais qu'en fait, l'agilité nous a amené dans notre cheminement d'entreprise à mettre en place Holacracy comme système de gouvernance. L'Holacracy, c'est un système de gouvernance qui permet d'acter que l'organisation fonctionne selon des règles du jeu communes. Donc, on a une constitution, on a une gouvernance constitutionnelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis des règles du jeu en dessus de toutes les situations d'autorité dans l'entreprise. Et dans ces règles du jeu, on a un mécanisme de distribution de l'autorité par des rôles structurés en cercle. Et Holacracy amène des réponses à plusieurs endroits sur la manière dont on prend des décisions autrement que par le consensus. La première vertu que je vois dans un système de distribution de l'autorité, c'est qu'en créant des rôles qui ont chacun un certain nombre de choses à faire, donc un rôle en holacratie est toujours décrit avec une raison d'être, qui décrit un peu son but ultime, sa vocation, ce pourquoi le rôle a été créé, quoi. Des redevabilités. Donc, c'est une liste de choses à faire, que le rôle est attendu sur ces actions-là. Souvent, c'est des actions assez concrètes et tout autre rôle est susceptible, est en mesure d'attendre ça de ce rôle. Ça permet d'expliciter toutes les attentes dans l'équipe. Et éventuellement, un ou plusieurs domaines d'autorité, c'est-à-dire des sujets sur lesquels ce rôle a toute autorité pour prendre des décisions. Comme on a cette description de rôle, quand quelqu'un est affecté à un rôle, il y a un principe de droit négatif qui est qu'en fait, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, de ce point de vue, ça colle assez bien avec la philosophie qu'on peut trouver dans le manifeste agile. Et avec ça, ça veut dire qu'un rôle peut prendre toute décision qu'il juge nécessaire, utile dans son rôle pour exprimer sa raison d'être, exercer ses redevabilités et faire ce qu'il a à faire en fait et qui est décrit dans cette enveloppe conceptuelle qui est le rôle. Donc ça, pour moi, c'est une première façon de faire qui est intéressante, qui est de donner une vraie autonomie de décision à des rôles, parce que finalement, en donnant plus d'autorité de décision à un rôle sur un sujet, on met la personne qui porte un rôle, on appelle ça un leader de rôle en holacratie. Le leader de rôle est dans une situation de responsabilité très grande. Et on voit que quand on inventorie un peu les décisions absurdes dans les organisations, souvent les mauvaises décisions, les décisions les plus absurdes sont des décisions dans lesquelles en fait personne ne s'est vraiment senti responsable de la décision. C'est-à-dire qu'en fait derrière le consensus et l'espèce de responsabilité collective qu'on cherche à créer peut se cacher en fait une déresponsabilisation. C'est-à-dire personne n'est responsable, on est tous responsables. Et ça fait baisser le niveau de vigilance de chacun des membres d'une équipe par rapport aux décisions qui sont prises. Quand on doit porter la responsabilité d'une décision, pour le coup, en général, on est beaucoup plus vigilant. Il y a des témoignages vraiment frappants qui sont intéressants de ce point de vue-là, qui ont été apportés par des gens qui se sont évadés de camps ou de prisons pendant des périodes de guerre. Et ces témoignages concordent pour dire que c'est beaucoup plus facile de s'évader quand on est gardé par plusieurs gardiens que par un seul.
Parce qu'en fait, il y a toujours ce principe de vigilance amoindrie par le fait qu'on est plusieurs à partager une responsabilité. C'est quelque chose qui est bien connu aussi sur les phénomènes de surveillance d'enfants ou de tout type de circonstances de ce type-là où il y a des responsabilités importantes. Je pourrais prendre d'autres exemples encore sur les accidents d'avion où en fait entre pilote et copilote, un manque de clarté sur qui était responsable aboutit à une non-prise de décision, par exemple, parce que l'autorité n'était pas complètement clarifiée sur qui devait agir. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très vertueux dans cette description et cette distribution de l'autorité dans les rôles. Et le fait de pouvoir leur donner des domaines d'autorité exclusifs fait que quand on juge que c'est nécessaire, en holacratie, on va dire qu'un rôle a une autorité exclusive. Et un domaine d'autorité, ça veut dire que aucun autre acteur de l'équipe ne peut prendre une décision sur ce sujet-là sans en avoir parlé ou avoir acquis l'approbation de ce rôle. Ça, c'est sur le côté plutôt distribution, c'est-à-dire qu'au lieu de dire on essaye de décider ensemble, on va plutôt inciter les leaders de rôle à prendre leurs décisions. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les prendre seuls. Et on a plein d'espaces de travail et de réunions et de fonctionnement qui permettent à un rôle de partager des tensions sur lesquelles il a des décisions à prendre pour recueillir du feedback, pour demander des avis, etc. Mais à la fin, c'est lui qui prend une décision. Deuxième volet qui adresse ce sujet-là de la prise de décision à plusieurs sans pour autant que ce soit du consensus, c'est sur les décisions qui sont structurelles. Tout ce qui concerne les décisions justement de création, modification ou de suppression des rôles en holacratie, c'est-à-dire qui vont permettre de structurer la gouvernance pour distribuer cette autorité et ensuite rentrer dans une logique de confiance dans les leaders de rôle pour qu'ils soient autonomes. Toutes ces décisions structurelles, on les prend dans un processus qui s'appelle un processus de décision intégrative, qui classiquement se déroule pendant des réunions de gouvernance. Alors, ce processus de décision intégrative, c'est un peu la proposition de cet atelier, c'est de vous donner un petit peu des explications sur comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il permet. C'est un processus qui est très cadré. Il est décrit étape par étape dans la Constitution holacratie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'étapes au travers desquelles on doit passer et elles se déroulent toujours de la même façon. Que ce soit en asynchrone ou pendant une réunion, ce sera exactement le même déroulement sur une prise de décision. Avec un point d'entrée qui vraiment est fondamental, c'est qu'on a clarifié, on a explicité quelles sont les décisions sur lesquelles on doit utiliser ce processus. On ne va jamais utiliser un processus de décision intégrative pour une décision opérationnelle, par exemple. C'est réservé aux décisions de gouvernance. Et ce qui s'appelle une décision de gouvernance, c'est créer, supprimer ou modifier un rôle ou un cercle, créer, supprimer ou modifier une politique, ou bien désigner les rôles qui, en holacratie, sont désignés par des élections sans candidat. C'est le cas pour les rôles de facilitateur de cercle ou de secrétaire de cercle. Ce sont les seules et uniques choses qu'on peut décider en réunion de gouvernance. Donc, quand on rentre dans ce processus-là, imaginons dans un processus synchrone, donc on est en réunion, il y a un facilitateur qui porte le processus et qui va faire en sorte qu'il soit tenu pendant toute la décision. On va avoir un point de départ qui est qu'une personne est porteuse d'une proposition. La personne porteuse de la proposition a un rôle un peu particulier parce que c'est elle qui va aller jusqu'au bout de ce processus, aidée par le processus et le groupe pour prendre sa décision, mais c'est quand même elle qui porte la décision. Le facilitateur propose à la personne qui est porteuse du point d'expliquer quelle est sa proposition de décision. Et donc, on accepte et on assume de partir avec une proposition qui puisse être complètement imparfaite, incomplète, et parfois même volontairement incomplète pour, au travers des étapes suivantes, forcer le groupe à alimenter le proposeur de manière à avoir des inputs et prendre une meilleure décision. Ensuite, le facilitateur va donner la parole au reste du groupe pour que les membres puissent poser des questions de clarification. Donc, chaque personne peut poser une ou plusieurs questions, et c'est à chaque fois une question, une réponse par le proposeur, une question, une réponse, si tant est que le proposeur ait la réponse. Et à cette étape, ce ne sont que et uniquement que des questions de clarification. Pour ceux qui connaissent des outils comme le Codev, par exemple, c'est un peu ce principe-là des moments de clarification où le facilitateur va être en veille sur le fait que
les membres du cercle ne cherchent pas à influencer le proposeur. Mais on a vraiment des questions de curiosité pour l'aider à développer sa pensée sur sa proposition et ou sur la tension qui l'a amené à faire cette proposition. C'est-à-dire que souvent, dans les questions de clarification, le groupe va mettre en lumière quel est le problème qu'on cherche à résoudre, en fait. Ça, c'est un point intéressant parce que ça veut dire notamment que en gouvernance, en holacratie, on ne va pas prendre une décision qui ne résout aucun problème, en fait, ou qui ne résout aucune tension. Ça peut être plus large qu'un problème, mais s'il n'y a pas de tension à résoudre, il n'y a pas de décision à prendre, et il y a une certaine frugalité dans la décision grâce à cette règle-là. Une fois les questions de clarification épuisées, le facilitateur déclenche la phase suivante, qui est un tour de réaction, où chaque membre du cercle peut réagir à la proposition initiale en disant tout ce qui lui semble bon à partager. Ça peut être un avis, un ressenti, une opinion, une autre proposition, une proposition d'amendement, de bonification. C'est un espace qui est complètement libre, mais dans lequel il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire que chaque membre du cercle prend la parole l'un après l'autre. Le proposeur ne répond pas, il est simplement en écoute. Et le facilitateur sécurise cette étape-là pour que ce ne soit pas un espace de discussion. Une fois le tour de réaction terminé, le facilitateur revient vers le proposeur et lui demande ce qu'il souhaite faire de sa proposition, en ouvrant toujours les deux possibilités, c'est-à-dire soit de la maintenir en l'état, soit de la modifier. Mais quelque part, le facilitateur ne l'incite pas ni à garder sa proposition initiale, ni forcément à prendre en compte tous les avis qu'il a entendus. On laisse vraiment le proposeur juge de ce qui lui semble être la meilleure chose à faire au regard de ce qu'il a entendu et des questions qu'on lui a posées. Éventuellement, à cette étape-là, le proposeur peut aussi clarifier un petit peu sa proposition. C'est une étape assez particulière dans le processus de décision intégrative parce que là, le proposeur est seul quelque part. Et souvent, c'est une étape où il peut être un peu démuni parce qu'il a entendu plusieurs avis et il ne sait pas trop comment conjuguer les différentes propositions qu'il a reçues dans le tour de réaction. Et ça peut être une étape, les premières fois qu'on le vit, qui n'est pas très facile à vivre, mais le facilitateur va vraiment sanctuariser ce temps-là pour que le proposeur se centre sur sa tension et la proposition qu'il maintient ou pas, qu'il modifie ou pas. Et on arrive ensuite dans la dernière phase du processus de décision intégrative, qui est le tour d'objection. Et là, c'est vraiment un tour de sécurité, un check de sécurité, où on va demander à chaque membre du cercle, y compris le proposeur, si la personne voit une objection. Et une objection, c'est quelque chose... En fait, on va poser une question plus précise que ça. On va poser la question, est-ce que tu vois une raison qui fait que si on adoptait cette proposition, ça pourrait causer du tort au cercle ou à l'équipe, ou ça dépend à quel niveau on se trouve. C'est vraiment cette question de est-ce que ça cause du tort si on prend cette décision. La question n'est pas est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu n'es pas d'accord, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu n'aimes pas, pas du tout. La question c'est vraiment est-ce que tu penses que ça cause du tort. Et on pose cette question individuellement à chaque membre du cercle, y compris au proposeur, parce qu'on peut très bien imaginer dans ce processus que, en tant que proposeur, arrivé à cette étape-là, eh bien, on ne soit toujours pas convaincu par la solution de cette proposition. Et finalement, soi-même, on trouve que la proposition n'est pas bonne, en fait, parce qu'elle porterait en germe quelque chose, un défaut, ou quelque chose qui pourrait être gênant pour le groupe, pour l'équipe, pour faire son travail. Donc, toute personne qui a une objection peut partager le tort, le ou les torts sur lesquels il y a quelque chose d'identifié. Et s'il y a des objections, à ce moment-là, le facilitateur va ouvrir un temps d'intégration des objections. Et je pourrais en parler plus, mais je pense qu'on va arriver au temps des questions. Du coup, je pourrais détailler ça après. Ça veut dire que quand on aboutit à la fin du processus de décision intégrative, on a acté une décision à partir du moment où il n'y a plus aucune objection, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune personne autour du cercle qui considère que ça pourrait causer un tort de prendre cette décision-là. Et c'est quelque chose de très différent du consensus. Ça s'approche de la décision par consentement, si certains parmi vous connaissent, qui vient de la sociocratie, qui néanmoins a quelques variantes, mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Alors, je vais marquer une petite pause pour prendre les questions qui sont remontées. Ok, alors, sur la première question, celle qui a reçu pas mal de votes, comment faire pour que le leader de rôle ne devienne pas un petit chef à l'ancienne? C'est une bonne question. Et en fait, comme chacun dans l'équipe est leader de ses rôles, ben, chacun peut faire le petit chef à l'ancienne, sauf que ça fonctionne pas en fait, puisque à moins que le rôle ait une autorité exclusive, ce qui finalement est rarement le cas, tous les membres de l'équipe sont susceptibles dans leur rôle de prendre des décisions pour exprimer la raison d'être de leur rôle, et à ce moment-là, ont une vraie autonomie dans la prise de décision. En fait, dans un mécanisme de gouvernance en holacratie, on a des leaders. Il y a un leader dans un cercle, il y a un leader de cercle. Et c'est un rôle différent des rôles des autres rôles fonctionnels en fait qu'on va créer dans le cercle. Et ce rôle-là de leader, il est explicité. Il a une redevabilité assez spécifique qui est de porter la raison d'être globale du cercle et d'affecter les personnes dans les rôles. Mais c'est pas un rôle de chef. C'est-à-dire que être leader de cercle, ça ne donne aucune autorité particulière sur le travail que font les autres rôles. Donc en réalité, on a plutôt un système là qui amène de la clarté sur les endroits où il y a du leadership. Et quand il y a un leader dans une équipe, ben, c'est OK. Et ce leadership-là, il est exprimé et explicité clairement au travers d'un rôle de leader qui apparaît dans chaque cercle et qui apparaît à l'échelle de chaque rôle, puisque chaque rôle va être pourvu avec une personne qui sera leader de rôle, une ou plusieurs personnes en réalité, parce qu'on peut tout à fait être plusieurs dans un rôle, même si là on rentre dans une complexité qui est un peu particulière. S'il y a des questions, je reviendrai là-dessus, mais je pense que c'est un peu difficile, ça s'écarte un peu du propos. Ensuite, il y a autre chose qui vient réguler un petit peu le mécanisme de fonctionnement des leaders à l'ancienne, comme tu le formules dans ta question, Joachim. Ce sont les processus eux-mêmes de réunion, c'est-à-dire que le facilitateur dans une réunion en holacratie a beaucoup d'autorité qui lui est donnée par le processus. Le facilitateur facilite un processus qui est assez clair sur qui peut parler quand et qui peut prendre des décisions. Et donc, comme on a des réunions qui sont conduites avec des ordres du jour qui sont créés séances tenantes par les participants et qui sont des ordres du jour des tensions existantes le moment venu, chaque fois qu'on va traiter une tension dans une réunion, c'est le porteur du point qui est au centre de la tension et le facilitateur est là pour sécuriser cet espace-là. Donc, même si à côté de lui, il y a l'ancien leader d'équipe, le manager ou le chef ou ce que vous voulez, qui bouillonne d'envie d'intervenir, de parler, de donner son avis, ben en fait, il ne peut pas le faire. Et le facilitateur est là pour sécuriser ce cadre. Donc, en réalité, ce processus, je pense, est un des outils les plus puissants pour expliciter cette distribution d'autorité et clarifier que quelqu'un qui est dans un rôle a toute autorité pour faire tout ce qui est bon pour servir la raison d'être de son rôle. Et si ça crée une tension à quelqu'un d'autre, tout manager qu'il soit ou autre, eh bien, ça passe par des processus qui sont clairement établis dans la Constitution. Et ce point-là, le fait même qu'il y ait une Constitution, c'est-à-dire qu'il y ait des règles du jeu communes, c'est un changement de paradigme pour moi qui est fondamental et que holacratie apporte. C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique où la règle du jeu prédomine sur les autorités implicites qui existent dans les équipes. Et c'est exactement le même processus d'émancipation que les États ont connu quand on est passé du féodalisme à l'État de droit, où finalement, à un moment donné, on a dit, si on veut plus que ce soit le fait du prince qui gouverne, eh bien, on va mettre des règles en dessus des humains. Et ça a été le début des États de droit et des États constitutionnels où on a dit que la loi était indépassable par les personnes qui sont en situation d'autorité. C'est assez curieux finalement que l'entreprise se soit pour l'instant assez peu imprégnée de ça, même si on peut considérer parfois que les statuts ont ce rôle. À mon avis, ils sont assez incomplets sur le processus de gouvernance interne. Donc, on donne beaucoup de pouvoir de ce fait aux personnes qui sont en situation d'autorité, et c'est un pouvoir qui souvent n'est pas explicite.
Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et si vous souhaitez que j'aille plus loin ou donner des détails, complétez avec une autre question. Alors, merci Olivier pour cette excellente deuxième question. Pourquoi un processus de décision intégrative n'est-il envisagé que pour les décisions de gouvernance? En fait, ça, c'est la règle minimale qui est posée par la Constitution en holacratie. Et après, une organisation fait comme elle veut. Et si une équipe dit, bah, après tout, on va prendre toutes nos décisions opérationnelles avec le processus de décision intégrative, pourquoi pas? Il faut avoir du temps. Il faut avoir beaucoup de temps à passer en réunion. Et en fait, ce processus-là, il est intéressant parce qu'il est très robuste et il permet, notamment avec le tour des objections, de s'assurer qu'on ne prend jamais des décisions qui mettent en risque l'organisation. Néanmoins, il est assez coûteux en ressources et en temps parce qu'il y a toutes ces étapes et je pense que c'est assez peu adapté à des décisions opérationnelles. Alors, ce que je peux voir dans des organisations qui fonctionnent en holacratie, c'est que parfois, on utilise ce processus pour d'autres décisions qui sont quand même très structurantes. Par exemple, entrée ou sortie d'un associé. Nous, on a une politique comme ça qui dit qu'on étend ce processus pour toute entrée ou sortie d'associé parce qu'on a jugé que c'est des décisions sur lesquelles on avait tout intérêt à avoir un processus clairement explicité. On peut imaginer que ce soit étendu, par exemple, à des décisions structurantes, stratégiques sur le plan financier ou qui soient déterminantes sur l'avenir d'une organisation ou d'une équipe. En revanche, je pense que sur le plan opérationnel, c'est assez peu efficace parce que lent et parce que souvent un rôle qui est à l'œuvre sur son projet, sur ses actions, est beaucoup plus informé, beaucoup plus proche de la décision et donc on a tout intérêt à soutenir cette autonomie-là. Parce que là où un rôle qui a toute autorité peut prendre une décision seul, on va soutenir sa responsabilité en tant que leader de rôle. Inversement, une décision qui est prise par une équipe avec le processus de décision intégrative, quelque part, l'équipe s'en remet à ce processus en disant, bon, le processus nous garantit que s'il y avait un risque, on l'aurait a priori vu et traité, mais du coup, ça n'est plus la décision d'une personne, c'est bien une décision collective d'équipe. Voilà. Peux-tu donner un exemple de décision pour la décision intégrative? Alors oui, un exemple de décision, ça serait créer un rôle, par exemple, ou modifier un rôle. Et comme je le disais tout à l'heure, en général, une proposition de gouvernance amenée dans le processus de décision intégrative, c'est une proposition qui est mue par une tension existante. Par exemple, imaginons qu'on ait une équipe, on fabrique quelque chose, un logiciel ou ce que vous voulez, et on a besoin de communiquer. Et pour ça, on a un rôle dans notre équipe qui s'appelle emailing, avec comme redevabilité d'envoyer des emails à notre base prospect pour communiquer sur les nouveautés produits. Ce rôle envoie ses emailing régulièrement. Et puis un jour, il y a quelqu'un dans l'équipe, un coéquipier qui n'est pas le leader du rôle emailing, quelqu'un d'autre, qui prend l'initiative de son côté d'envoyer des emails à une partie de ses contacts pour faire la promotion d'une nouveauté sur le produit. Et là, moi, ça peut me créer une tension, quel que soit mon rôle dans l'équipe, parce que je me dis, en fait, c'est pas très cohérent, on communique de plusieurs côtés, le rôle emailing n'est pas au courant, il peut y avoir quelque chose d'incohérent dans notre communication. Ça, c'est une tension que je peux amener dans le processus de décision intégrative pour dire, une façon de résoudre ma tension, ça serait, par exemple, de donner un domaine d'autorité exclusive au rôle emailing sur toute communication par email. Ça serait mon avis initial sur comment est-ce que je pense qu'on peut résoudre ce problème en faisant en sorte que ce rôle, il ait une autorité exclusive pour que personne d'autre envoie des emailing à notre base prospect. Du moins, pas sans en avoir informé ce rôle au préalable. Et en passant par ce processus de décision intégrative, peut-être que ma proposition va être complètement transformée, parce que peut-être qu'en fait, cette initiative, elle décrivait un fonctionnement qui a tout à fait intérêt à être tel quel, et à ce moment-là, je peux tout à fait transformer ma proposition au fil de ce processus. Je ne sais pas. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en entrée d'un processus de décision intégrative? Et c'est typiquement ce qui peut sortir, c'est-à-dire une proposition pour modifier un rôle. Ça peut être pour supprimer un rôle, ça peut être pour créer un rôle,
ou des politiques, c'est-à-dire des règles de fonctionnement, c'est-à-dire toute contrainte supplémentaire qu'on voudrait mettre sur le fonctionnement, la manière dont les rôles vont fonctionner. Alors, j'aime bien cette question suivante sur les objections. Si on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un tort causé pour empêcher une prise de décision, on pourrait imaginer qu'aucune décision ne soit jamais prise. Ça serait un risque, et c'est un risque qui existe s'il n'y a pas une rigueur très forte sur qu'est-ce que c'est qu'une objection. Et pour ça, la Constitution holacratie amène une réponse, c'est qu'on a une liste de questions-tests pour tester les objections. C'est-à-dire qu'en fait, on peut quelque part aider la personne qui objecte à qualifier son objection pour vérifier si c'est vraiment un tort qui est créé ou si c'est pas autre chose. Et des fois, la personne même qui objecte n'est pas très sûre que ce qu'elle a identifié est un tort ou une préférence personnelle. Et à ce moment-là, ce test des objections permet de dire si c'est une autre tension ou si c'est bien une objection. Et si c'est une objection, on doit l'intégrer. Je vais vous partager un document. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut envoyer un document, donc je le mettrai à disposition sur le Klaxoon qui illustre comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Donc on a 5 questions et le facilitateur pose ces questions à l'objecteur et ça va aider l'objecteur. La première question, c'est est-ce que ton objection, c'est une raison qui fait que la proposition cause du tort, ou est-ce que, en fait, tu penses que la proposition elle est incomplète ou inutile? Parce que ça, c'est pas un tort créé, en fait. Peut-être qu'elle est très utile pour quelqu'un d'autre de l'équipe, toi, tu n'en vois pas l'utilité, et on ne va pas s'empêcher de prendre la décision pour ça, parce que c'est de l'ordre d'une préférence personnelle. Dans ce cas-là, ce n'est pas une objection, et on n'empêche pas la prise de décision. La deuxième question test, c'est est-ce que cette proposition, elle vient limiter un de tes rôles? Ou est-ce que tu es en train d'aider quelqu'un d'autre qui, en fait, pourrait très bien s'exprimer et objecter? Et ça, ce n'est pas une objection valide. C'est-à-dire que si je ne suis pas impacté par la proposition, je ne peux certainement pas l'objecter. Je ne peux pas empêcher les personnes de prendre cette décision. Une troisième question test qui souvent est très efficace, c'est est-ce que le tort est créé par cette proposition ou est-ce qu'en fait il préexiste? Parce que s'il existe déjà et qu'il n'est pas introduit par la proposition, même chose, on ne va pas abandonner la proposition, on ne va pas s'empêcher de prendre une décision, puisqu'en fait, le problème décrit n'est pas créé par la proposition. Et après, il y a une question sur l'anticipation, c'est-à-dire parfois on identifie un risque possible et on va poser la question, est-ce que tu es sûr que cet impact va arriver ou est-ce que c'est une anticipation? Si on a des données factuelles qui nous disent oui, c'est sûr, ça va arriver, à ce moment-là, c'est une objection valide. Si c'est une anticipation, on va vérifier, est-ce qu'on peut prendre le risque d'essayer en se disant peut-être que ça peut créer un problème, mais si jamais le problème survient, on a le temps de s'adapter, de modifier notre gouvernance pour adapter notre fonctionnement, ou est-ce que si jamais ce problème survenait, ça serait tellement grave et tellement significatif qu'on n'aurait pas le temps de s'adapter, à ce moment-là, c'est une anticipation justifiée et c'est une objection valide qu'on va s'obliger à intégrer. Donc avec toutes ces questions, on a éliminé énormément de choses et il ne nous reste en principe que des torts objectivables basés sur des faits qu'on va s'obliger à intégrer. Et intégrer, ça veut dire qu'on ouvre un espace de discussion. L'objecteur peut proposer une alternative, le proposeur aussi, ou tout autre membre du cercle. C'est le seul moment où on peut rentrer dans une discussion vraiment libre, dans le but de lever l'objection, jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui permette à l'objecteur de dire « Ok, ça lève mon objection. Si on modifie comme ça, je n'ai plus mon objection. » Et au proposeur de dire « Avec cette nouvelle version, ça traite toujours mon besoin initial. Donc, c'est OK. » Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'objection. Chaque fois que la proposition est modifiée, évidemment, on repose la question au cercle pour voir s'il n'y a pas des nouvelles objections. C'est vraiment un tour de sécurité, ces objections. Alors, j'ai une question là sur comment est prise la décision de l'affectation d'une personne dans un rôle. Ça, c'est l'autorité du leader de cercle. Par défaut, en holacratie, en tous les cas, si on n'a pas une règle qui dit autre chose, un leader de cercle
a toute autorité pour affecter les personnes dans les rôles en faisant ce qu'on appelle du fit for role, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver la personne la plus compétente, la plus à même d'eux, la plus disponible pour porter le rôle et exprimer sa raison d'être et ses redevabilités. À l'exception des rôles élus, c'est-à-dire le rôle de facilitateur, le rôle de secrétaire, et un autre rôle un peu spécifique qui s'appelle représentant de cercle, qui peut représenter le cercle dans un cercle plus grand, dans le cas où un cercle n'arriverait pas à résoudre certains problèmes à l'intérieur de lui-même parce qu'il n'aurait pas la main, par exemple, sur ce dont il a besoin pour résoudre son problème. Donc, il y a ces rôles-là qui sont des rôles élus, qui sont des rôles structurels décrits par la Constitution. Et tous les autres rôles que le cercle va créer pour ses propres besoins seront pourvus par le leader de cercle, à moins qu'une règle ne dise le contraire ou autre chose. Et donc, on peut très bien imaginer, et ça existe, j'ai déjà vu ça dans des équipes, un cercle qui dit, par exemple, nous, on va élire tous nos rôles. Ou alors, on peut imaginer un cercle qui décide d'une politique en décision intégrative, qui dit que toute personne peut s'auto-désigner dans un rôle. Ça, c'est une autre solution. Donc, en fait, il y a vraiment un panel de possibilités très vaste, et ça, on laisse à chaque cercle une grande liberté d'auto-organisation par rapport à ça. Voilà, j'apporte une petite précision, c'est que le leader de cercle, s'il a l'autorité pour affecter les personnes dans les rôles, il y a aussi une attente sur lui qui est de donner du feedback en fait à ces leaders de rôle, c'est-à-dire de leur donner des éléments qui leur permettent de mieux porter leur rôle si jamais il y avait des difficultés qui se présentaient. Alors, j'ai de nouvelles questions sur le processus lui-même, notamment sur les objections. Est-ce qu'une objection peut être considérée comme acceptable et si le risque est faible, si oui, qui en juge? Alors en fait, notamment le facilitateur ne juge pas sur le fond des objections. C'est-à-dire qu'il pose les questions tests que j'ai listées tout à l'heure, mais si l'objecteur donne une raison qui lui semble valable parce qu'il a identifié un tort possible, le facilitateur n'a pas le pouvoir d'en juger. On fait confiance à l'objecteur sur le fait qu'il a bien identifié ce tort. Peut-être que moi, comme facilitateur, je ne comprends pas trop pourquoi, mais lui a une bonne raison de le penser. Donc, s'il a une réponse objectivable, elle est considérée comme valide. Le facilitateur n'a pas de pouvoir particulier sur le fond. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'il y a derrière la question, et des fois, c'est une question qui nous vient. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand quelqu'un a une mauvaise foi? En fait, il veut simplement bloquer. Moi, j'ai vu ça une seule fois en tant que coach en holacratie. J'ai vu ça une seule fois dans une équipe. Quelqu'un qui vraiment objectait pour bloquer l'autre personne et n'avait manifestement pas l'intention de trouver une alternative et voulait juste rejeter la proposition. Il existe en dernier recours une autorité pour le facilitateur. Si l'objecteur ne fait pas d'effort pour proposer une alternative ou une amélioration de la proposition, il peut au bout d'un moment rejeter la proposition. De la même façon que si le proposeur ne veut jamais intégrer aucune modification qui soit demandée pour traiter les objections, le facilitateur peut ajourner la proposition et à ce moment-là, elle n'est pas adoptée. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est une autorité assez forte que le facilitateur a, parce que, in fine, si jamais il y a des postures bloquantes dans un processus, le facilitateur a l'autorité pour interrompre ce processus. Et du coup, j'enchaîne sur la question suivante. C'est pour ça que le processus aussi n'est pas timé. Et il n'y a pas un temps limite pour le travailleur, pour le proposeur, pour retravailler sa proposition. C'est-à-dire que quand on revient vers lui, après les questions et le tour de réaction, si le proposeur a besoin de 5 minutes pour clarifier sa pensée en déroulant tout son raisonnement, il peut le faire et le facilitateur ne va pas l'interrompre. Il ne s'agit pas de partir se faire un café, de planter la réunion et de revenir le lendemain. Éventuellement, ça arrive que le proposeur ait vraiment besoin de temps pour y retravailler et à ce moment-là, il peut tout simplement retirer sa proposition et la ramener à la prochaine réunion ou même hors réunion avec un processus asynchrone. En tant que facilitateur, on va plutôt l'encourager à aller quand même vers la plus petite décision possible qu'on soit capable de prendre là,
Parce que probablement que s'il avait amené ce point-là, si on a déjà consacré du temps dans la réunion pour traiter cette tension, c'est une tension réelle existante et que l'équipe a tout intérêt à ce qu'elle soit traitée. Et on est vraiment dans cette logique de chercher les plus petits pas possibles qu'on peut faire plutôt que la décision parfaite. Et en fait, c'est ça, je crois, la grande différence fondamentale entre le consensus et le consentement, c'est qu'on ne cherche pas la décision parfaite qui agglomère la pensée de tout le monde. On cherche la décision, la première décision qu'on est capable de prendre sur laquelle il n'y a pas d'objection. Et peut-être qu'un quart d'heure après, quelqu'un dans la même réunion apporte une proposition pour amender une décision qu'on vient de prendre parce que ça génère une autre tension. Mais donc, le facilitateur ne time pas à proprement parler le processus. C'est pour ça que sur un point de gouvernance, ça arrive qu'on passe du temps. Concrètement, on peut passer 5 minutes sur une réunion sur une décision intégrative, comme j'ai déjà vu des points qui prennent 45 minutes pour être traités, parce qu'il y a énormément de questions, il y a des réactions longues, il y a plusieurs objections à intégrer, et tout ça va prendre du temps. Et le facilitateur a une vraie neutralité là-dessus pour sécuriser le processus. Si l'équipe passe autant de temps, c'est que probablement il y a une tension qui est riche en matière de gouvernance ou de décision à prendre. Quelles sont les limites, les risques ou les points de vigilance par rapport à ce type de gouvernance? Alors, si on parle de ce type de gouvernance, je vais reprendre l'expression. Souvent, c'est désigné sous le terme de gouvernance partagée et il y a d'autres façons de faire que Holacracy. Holacracy est un système de gouvernance partagée dont les règles sont réunies au sein d'une constitution. Néanmoins, il y a des organisations qui, par exemple, s'inspirent de plusieurs outils venant de types de gouvernance partagée tels que la sociocratie, sans forcément avoir adopté une constitution. À mon avis, ça, c'est une limite. C'est-à-dire que si ce n'est pas un système global et équilibré qui est adopté, il y a le risque, par exemple, et ça revient sur une question qui a été posée plus haut, qu'un processus de décision intégrative soit appliqué un peu à tout va dès qu'il y a des décisions importantes à prendre, et ça peut vraiment être paralysant et créer une vraie inertie dans les équipes. Le fait de ne pas avoir de constitution clairement désignée comme telle, ça amène un autre risque, c'est celui de manquer de clarté en fait, sur les règles du jeu et sur quelles sont les autorités des uns et des autres, et notamment quelles sont les autorités des leaders. La question a été posée tout à l'heure sur comment ça se passe pour affecter les rôles. Il y a des autorités clairement données aux leaders de cercle en holacratie. Dans les systèmes plus informels, souvent, il existe aussi des autorités plus informelles, c'est-à-dire que la voix de quelqu'un dans une équipe pèse un peu plus que celle des autres. Ça, je le vois comme une limite si on mixe des processus de décision comme ça avec des parts d'implicite dans les autorités, parce que ça peut créer au bout d'un moment, en fait, dans les équipes, une impression d'insincérité de la part des leaders notamment. Et donc, la question suivante, est-ce que l'affectation est cyclique ou est-ce que ça tourne En fait, dans ce même principe d'autonomie des rôles à décider, le leader a toute autorité dans son cercle pour affecter les rôles de la manière la plus utile pour son équipe. Ça ne veut pas dire qu'il doit les faire tourner, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas les faire tourner. Il va le faire de la manière qui lui semble la plus adéquate et la plus porteuse pour son équipe. Alors, ça peut vouloir dire faire tourner les rôles de temps en temps parce que ça développe des compétences transversales, parce que ça fait une meilleure connaissance sur les projets, etc. Ou au contraire, ça peut être avoir une gouvernance assez stabilisée et des rôles qui ne changent pas beaucoup. Et il n'y a pas de règles posées par Holacracy là-dessus. Il peut y avoir des tensions à un moment donné dans une équipe qui peuvent être amenées dans les réunions tactiques, qui sont un autre processus de réunion dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, qui permettent de traiter des tensions de ce type-là parce que soit quelqu'un aurait envie d'énergiser un rôle, soit quelqu'un aurait envie de sortir d'un rôle. Sachant une chose très importante en holacratie, c'est que toute personne peut toujours quitter un rôle à tout moment. Et les rôles non pourvus incombent au leader de cercle. Donc vous voyez que le leader de cercle, s'il a cette autorité-là, il a aussi une responsabilité qui va avec. C'est-à-dire que s'il s'y prend pas bien et qu'il fait des affectations de rôle à contre-courant des envies, des compétences de son équipe, il va très vite se retrouver avec des rôles vacants qui en fait vont lui incomber. Ça risque de quelque part de lui revenir un petit peu comme un boomerang. Donc cette responsabilisation est intéressante sur le rôle de leader de cercle. Alors je vois qu'il y a
plein d'autres questions et il est 10h45, donc je crois que c'est l'heure qu'on clôture ce webinaire. Évidemment, ça me ferait très plaisir de poursuivre, d'échanger avec vous. Je crois qu'on a la possibilité de se retrouver dans l'atrium dans les temps interstitiels, là, jusqu'à 11h, si vous souhaitez que je réponde à certaines questions complémentaires. Tout à fait, vous pouvez vous retrouver dans l'atrium. Effectivement, c'est l'heure, malheureusement, déjà. Merci beaucoup, Alyosha. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde.